Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Annabelle Barthélémy, donc je suis chargée d'études pour le CERF France Alliance Massif Centrale. Et donc c'est moi qui vais ouvrir le bal pour la présentation des résultats lozériens. Alors, présentation des résultats, des tendances de résultats pour 2024 sur les principaux systèmes lozériens. Pardon, excusez-moi. Donc ça va se dérouler en deux temps. On va d'abord revenir sur une première partie, retracer un petit peu le contexte sur, voilà, un peu conjoncturel sur la période 2017 jusqu'à 2023. Pour ensuite vous présenter, et là c'est essentiellement Élodie et Didier qui vont faire la présentation, vous présenter voilà, les tendances de résultats pour 2024. Donc, comme le titre l'indique, on va voir que de 2017 à 2023, on va le voir tout de suite après, on a une période qui a été un petit peu chaotique en termes de, que ce soit d'aléas climatiques, de contexte géopolitique, conjoncturel. Je pense notamment à l'inflation. Mais on va voir quand même, malgré tout, qu'on a des résultats qui se sont globalement maintenus et qui ont même progressé. Alors, quand je parle de résultats, on s'est essentiellement basé sur la notion de valeur ajoutée. Excusez-moi. Alors, la notion de valeur ajoutée, c'est quelque chose qu'on utilise peu. C'est vrai, on parle souvent de BE, de résultats courants, résultats d'exercice. Mais là, cette année, on s'est penché sur la notion de valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce qu'il nous a paru intéressant, cet indicateur, au vu du contexte un peu chaotique sur lequel je vais revenir tout de suite après, de voir comment cette valeur ajoutée, elle progressait de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Alors la valeur ajoutée, c'est, je pense que vous le savez, ça correspond en fait, c'est la richesse qui est dégagée par une entreprise, par le travail qu'elle fournit bien sûr, mais surtout à partir des ressources qu'elle a à sa disposition et par rapport, alors les ressources, ça peut être, c'est la main d'œuvre, c'est les bâtiments, c'est le cheptel dans le cas d'une exploitation, c'est ça les ressources entre autres. Et c'est aussi la richesse qui est dégagée du fait du travail fourni. Alors cette valeur ajoutée, comment on la définit ? En fait, on part donc de l'ensemble des produits des ateliers. Alors hors subvention, c'est bien que les produits dégagés par l'atelier, auxquels on retranche les frais opérationnels et les frais de structure. Alors frais de structure, moins les frais de main-d'œuvre, l'ensemble des frais de main-d'œuvre, donc que ce soit charges sociales exploitants, liées au salariat ou les salaires. Et on obtient notre valeur ajoutée. À partir de cette valeur ajoutée, hop, ça sera mieux là, on rajoute nos subventions d'exploitation, on retranche nos frais de main-d'œuvre et on arrive à notre BE, notre indicateur un peu, je ne vais pas dire fétiche, mais voilà, qu'on utilise assez couramment. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est que cette valeur ajoutée, elle est calculée hors subvention d'exploitation. Et donc, comme je disais tout à l'heure, en période d'instabilité, il nous est paru intéressant de voir comment cette valeur ajoutée, finalement, elle évoluait sur notre période. Et il nous paraissait intéressant de savoir si nos systèmes continuaient à dégager de la valeur ajoutée malgré l'inflation et malgré tout ce qu'on peut. Et malgré tout comme je le disais, sur l'ensemble de la période, on a retracé un petit peu, et en particulier depuis 2020, on voit que depuis le Covid, on a eu quand même pas mal d'aléas, que ce soit la guerre en Ukraine en 2022, même année, un été qui était relativement sec, et ensuite succession, l'inflation. Et j'enchaîne un petit peu sur 2024, mais on l'a vu fin 2024. Des épidémies de FCO, la fièvre catarrhale ovine, qui a pas mal défrayé la chronique, si je peux dire. Donc on voit quand même, malgré tout, que malgré ces aléas, on le voit sur nos principaux systèmes, donc les bovins laits, bovins viande, les ovins laits en jaune et les ovins viande en vert, on voit quand même que sur l'ensemble de la période, jusqu'en 2023, on a quand même une valeur ajoutée globalement qui progresse. Donc c'est quand même le signe que derrière, malgré ces aléas, on a des systèmes qui ont su être résistants et qui ont su s'adapter et continuer à créer de la richesse.
Alors 2024, je l'ai un petit peu abordé, hein. Voilà, un peu, c'est la question. Bah, finalement, 2024, comment ça va se passer, notamment bah, voilà, avec le contexte sanitaire qu'on a pu avoir. Alors j'ai parlé de la FCO, mais il y a aussi il y a eu quelques cas voilà, de MHE. Et puis bah, tout l'ensemble, tout ce qui concerne plus les aspects climatiques, on a vu 2024, on a été sur une année relativement pluvieuse, comparée, je dirais, aux années précédentes qui étaient plutôt sèches. Surtout par rapport à 2022. Donc on sait qu'il y a eu des difficultés, que ce soit de récoltes fourragères ou des récoltes plus céréalières. Et avec surtout, si on revient sur la partie plus fourrage, des fourrages qui ont pu être de qualité très hétérogène suivant les territoires et suivant les coupes. Globalement, les premières coupes étaient plutôt bonnes, mais ensuite ça a été un peu plus compliqué en termes de qualité. Et la question qu'on peut se poser, c'est ben voilà, finalement, est-ce qu'il faut maintenant continuer, enfin, est-ce qu'il faut en tout cas s'habituer à la récurrence de ces phénomènes extrêmes et ça souligne surtout le fait, au vu de ces successions d'aléas, qu'il y a quand même une nécessité d'être en continuelle adaptation et de bah, voilà, remettre souvent les repères qu'on peut avoir en tête, ben, voilà, les remettre à jour, si je peux dire. Tout ça pour en arriver, bah, finalement, voilà, 2024, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de nos résultats économiques? Alors, un petit point juste méthodo simplement pour vous dire qu'on est donc pour les systèmes bovin-viande, bovin-lait conventionnel et ovin-lait Roquefort, on va être sur des résultats issus des comptabilités du CERF France-Lozère. Le seul système sur lequel on va être à l'échelle Alliance Massif Centrale, ça va être les résultats ovin-viande que je vous présenterai à la fin. Où là, pour une question de représentativité, de façon à avoir un panel suffisamment important pour exploiter les données, on est resté à l'échelle de l'Alliance. Deuxième petit point méthodo, donc je vous l'ai brièvement dit en introduction, donc c'est des tendances de résultats pour 2024 qu'on va vous présenter. Pourquoi des tendances? Tout simplement parce qu'on est sur des clôtures qui vont s'échelonner de septembre 2024 à avril 2025. Donc bah, vous voyez, on est au mois de mars, donc forcément, au moment où on a posé les hypothèses avec les conseillers à l'automne 2024, en fait, on n'avait pas de clôture encore qui était actée. Donc voilà, on a posé des hypothèses au vu de ce qu'on connaissait de la conjoncture sur 2024 et de ce que les conseillers observaient sur le terrain. Voilà pourquoi on est vraiment sur des tendances de résultats. Et bah, voilà. Comme d'habitude, tous les ans on vous le dit et on le redit d'autant plus cette année. Et on va le voir surtout avec le système ovin-viande. On est sur des moyennes, c'est-à-dire qu'on va vous présenter des moyennes, mais derrière, voilà, on a forcément de l'hétérogénéité derrière ces moyennes qui se cachent. Avant de passer la parole à Didier, est-ce qu'il y a des questions sur cette première introduction? Eh ben, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre la partie sur la présentation des résultats 2024 sur les bovins viande. Au niveau structure, la ferme moyenne lozérienne en 2023 en bovin viande est composée de 1,8 UTH, 200 hectares en moyenne et 120 UGB pour des cheptels de 75 vaches allaitantes. Par rapport à 2023, sur 2024, les structures sont à peu près équivalentes, voire les mêmes. L'évolution qu'on note, c'est sur la valorisation des animaux, avec des broutards qui étaient à 1 350 € par tête en 2023, passeraient à 1 485 €. Et de même sur les réformes, à 1 850 €, passeraient à 1 905 €. C'est des cours qui sont toujours bien orientés. Tout ça, c'est tiré par un recul de l'offre globale, que ce soit en France et en Europe, du fait de la décapitalisation du cheptel. Donc, il y a moins d'offres. Il y a également la reprise de l'engraissement en France et le maintien de la demande de l'Italie, qui tire toujours les cours à la hausse. Après, il y a un petit bémol à voir, c'est la saturation au niveau des outils des abattoirs, qui ont du mal à saturer leurs outils. Donc ça, c'est quand même un des points à relever. Et également sur les vélages de l'automne, on peut noter, notamment dans certaines zones,
une baisse des vélages et donc une baisse d'animaux. Donc ça va lié au contexte sanitaire, et notamment à la FCO. Donc ça va toujours baisser le disponible. Donc on a des signaux quand même plutôt positifs pour les cours pour l'année 2025, qui devraient se maintenir. Donc là, c'est pour voir quels sont les postes qui font évoluer les résultats. Si pour la lecture du graphique, là vous avez en bleu les postes qui ont un impact positif sur le résultat, et en rouge l'impact négatif. Donc si on regarde par exemple sur le produit viande, va entraîner à lui seul une hausse de l'EBE de plus 8,4%. Ben, toujours du fait de la progression continue du prix des animaux, on est à plus 10% sur les broutards et plus 3% sur les réformes. On note également sur l'année 2024 une baisse des charges opérationnelles, une baisse des prix des aliments et aussi un peu moins d'achats liés au fait qu'on était plus sur des années de sécheresse comme sur 2022. Donc un effet positif sur le BE de 3%. L'impact négatif va être essentiellement porté par les frais de structure qui continuent leur hausse, que ce soit les assurances ou les charges sociales ou l'entretien du matériel, quoi, qui ont un impact négatif là, sur le BE qui est aux alentours des 4%. Quoi. Ainsi, on voit que la marge brute par UGB passe de 675 € à 740 € par UGB en 2024, donc une progression tirée par ce que je viens de dire, donc par les produits, les prix, et les cours et les marchés, quoi, et également la baisse des frais, des charges opérationnelles. Au niveau des frais de structure, on voit qu'ils continuent toujours à augmenter. Donc on a une valeur ajoutée qui augmente aussi, mais dans une moindre mesure, puisqu'on passe de 3 650 € par UTH à 5 545 €, qui progresse quand même. Et également le BE, puisqu'il passe de 39 900 € à quasiment 42 000 €. Donc quand même une progression des résultats au niveau des bovins viandes. Et si on s'attache à la rémunération permise, la rémunération permise, elle est calculée, c'est l'EBE, donc ce que dégage l'exploitation, à laquelle on va enlever les annuités, ainsi qu'une marge de sécurité. La marge de sécurité, là, elle est calculée à 5% du produit. Sur les chiffres, là, ça représente 10 000 € de marge de sécurité. Et on s'aperçoit que la rémunération permise, entre 2023 et 2024, elle s'établit à 1,1 SMIC pour les bovins allaitants, avec un SMIC, avec l'évolution du SMIC. Donc une rémunération permise équivalente à ce qu'on avait auparavant, quoi. Donc voilà pour les bovins viandes. Je vais laisser la parole à Elodie qui va prendre le relais sur les bovins laits. Donc je vais vous présenter à présent les résultats sur les bovins laits conventionnels. Donc en 2023, la structure des exploitations, donc c'est des exploitations qui étaient composées de 1,9 UTH, d'une superficie de 150 hectares et qui produisent 277 745 litres de lait pour une moyenne de 59 vaches laitières. Globalement, on se rend compte qu'on a une stabilité des structures entre 2023 et 2024. On note cependant que on attend une hausse du volume de lait produit sur l'année 2024. Alors je vais faire un petit point maintenant sur la conjoncture en système bovin lait conventionnel. On va regarder tout d'abord le graphique qui montre l'évolution de la collecte de lait en France sur plusieurs années. On peut voir que l'année 2023 est marquée par une baisse de la collecte de lait en France. Et ceci s'explique surtout par l'effet du climat 2022. On avait un été chaud de la sécheresse qui a impacté les maïs en silage et avec des stocks de fourrage peu lactogènes. Également en 2023, on a un cheptel en fait qui a diminué fin 2022 et dans l'année 2023, ce qui explique la baisse de la collecte de lait. On peut voir en 2024
que l'offre laitière se redresse. Donc ça s'explique plus parce qu'on est, contrairement en 2023, sur des récoltes, contrairement à 2022, sur des récoltes 2023 qui sont plus lactogènes. Donc ça, c'est un effet plutôt positif sur la production, sur la collecte de lait. À noter également qu'en 2024, on a des prix de l'aliment, des prix de concentré qui étaient plus abordables et donc qui a favorisé, à dynamiser un petit peu la collecte de lait. Deuxième graphique qui montre l'évolution du prix du lait conventionnel en France sur plusieurs années. Donc vous pouvez voir en rouge foncé, on va dire, l'année 2024, en rouge l'année 2023, en marron l'année 2022 et en jaune l'année 2021. Donc pour rappel, l'année 2022, on avait vu une hausse assez nette du prix du lait. En 2023, on voit que le prix du lait se maintient sur des bons niveaux. Donc ça montre surtout qu'il y a une bonne résistance de la consommation des produits laitiers en France. Et ça a permis quand même de soutenir le prix du lait. En 2024, on est sur des niveaux qui restent globalement, qui se maintiennent en fait au niveau du prix par rapport à l'année 2023. Les ventes de produits laitiers restent dynamiques. Donc ça montre pareil que malgré l'inflation, on a une bonne résistance toujours de la consommation des produits laitiers. Et ça montre aussi que ça reste un produit qui, pour les Français, est essentiel en fait. Les cotations des réformes laitières restent dynamiques. Donc ça, on est un petit peu sur le même schéma qu'on a pu voir sur les systèmes bovins-viande. À noter aussi qu'on a une décapitalisation du cheptel qui a donc fait baisser l'offre et a permis de maintenir des prix. À noter que pour 2024, on a un repli, en fait, un ralentissement du repli du cheptel laitier. Et on a également un impact aussi sanitaire, parce qu'on a quelques crises, la FCO et la MHE notamment. Alors, après, je vais vous présenter donc l'impact de l'évolution des produits et des charges sur le BE. Donc, comme vous avez pu voir sur les systèmes bovins-viande, donc ce qui est en vert, ce sont les facteurs qui ont un impact positif sur le BE, et en rouge, ceux qui ont un impact négatif sur le BE. Donc, on peut voir que le produit lait a un effet positif sur le BE parce qu'il permet une hausse de l'EBE de 2,5%. Comme on l'a vu tout à l'heure, le prix du lait est grossièrement stable entre 2024 et 2023. Donc cet effet positif est surtout lié à une hausse des volumes. On atteint une hausse de 1,5% des volumes de lait par exploitation en 2024. On peut voir les charges animaux. Donc les charges animaux ont aussi un impact positif sur le BE parce qu'ils permettent une hausse de l'EBE de 5%. Ça s'explique par les charges opérationnelles qui ont diminué. On a une baisse de l'aliment. Tout ça a eu un impact positif sur le BE. Et à l'inverse, vous pouvez voir que les frais de structure sont en rouge, donc ils ont un impact négatif sur le BE. Tout ça parce que les frais de structure ont augmenté. Une hausse des assurances, une hausse des charges sociales et une hausse des frais liés à l'entretien du matériel notamment. Au niveau des résultats, donc on peut voir globalement des résultats 2023 et 2024 qui sont stables. Le BE par UTH en 2023 était de 43 735 € par UTH. Et donc on voit bien qu'en 2024, il se maintient, on est à 43 880 € par UTH, donc un EBE globalement stable. On observe que la marge au 1000 litres, par contre, augmente, avec une marge en 2023 qui est à 370 € les 1000 litres, et donc qui augmente en 2024 à 400 € les 1000 litres. Ça, c'est lié essentiellement donc, aux charges opérationnelles qui ont diminué. À l'inverse, on voit que les frais de structure augmentant, eh bien, ça impacte du coup la valeur ajoutée, et on reste sur une valeur ajoutée plutôt stable,
valeur ajoutée par UTH en 2023 à 15 662 € et donc en 2024, 15 970 € par UTH. La rémunération permise, du coup, en système bovin-lait conventionnel est à un SMIC et elle se maintient en 2024 au niveau du SMIC. Donc, à noter, comme l'a dit tout à l'heure Didier, la rémunération permise se calcule à partir de l'EBE, auquel on enlève les annuités d'exploitation et on enlève la marge de sécurité qu'on calcule à 5%. Alors, je vais faire maintenant un petit point juste de conjoncture sur le lait bio. Donc, vous avez un graphique qui montre l'évolution de la collecte de lait bio en France. Donc, on peut voir à partir de 2018 une accélération de la collecte de lait bio en France. Accélération donc, qui se poursuit en 2022 et en 2023, pour la première fois, on constate un repli de la collecte de lait bio avec une baisse qui se poursuit en 2024. Alors on peut se poser la question, donc pourquoi un tel repli? Donc ça, on peut l'expliquer notamment par des arrêts de conversion et aussi par des arrêts de certains ateliers en bovin lait. Concernant la consommation du lait bio, donc on peut voir une baisse de la consommation de lait bio qui continue. Enfin, ça fait 2 ans où on a une baisse de la consommation et ça continue sur l'année 2023 et encore sur l'année 2024. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que la crise économique et l'inflation expliquent notamment cette baisse de consommation de lait. En effet, le choix des consommateurs a fortement été impacté par la hausse des prix et donc qui ont dû faire des choix. La consommation, enfin le recul de cette consommation se poursuit en 2024, mais on observe quand même un ralentissement de cette baisse. Et on peut voir aussi qu'en circuit spécialisé bio, les achats auraient même plutôt tendance à se redresser. En parallèle, on voit que les fabrications se reprennent avec une hausse de plus 11% sur un an et on constate cette hausse sur tous les produits. Donc au final, voilà, l'année 2024 montre quand même quelques signaux positifs par rapport au lait bio. Donc je vais vous présenter maintenant les résultats au vin lait Roquefort. Les structures des exploitations donc en ovin lait Roquefort entre 2023 et 2024 sont globalement stables. On n'a pas eu trop d'évolution. On est sur des exploitations qui sont composées de 2,6 UTH, d'une superficie de 340 hectares et une production de lait de 131 400 litres. À noter une hausse du prix du lait en 2024 pour faire face en fait à la hausse des charges. Au niveau du contexte, donc en 2024, bien que les prix des fromages Roquefort soient stables, les achats sont en recul sur les premiers mois de l'année. Donc on peut voir un recul des achats de Roquefort et des achats de l'ultra frais qui entraînent du coup une baisse de la fabrication. Les achats sont néanmoins tirés par les pâtes fraîches et par le lait de consommation. Et on peut voir également une revalorisation du prix de lait depuis 2 ans qui est essentiellement liée aux négociations commerciales. Concernant l'impact de l'évolution des produits et des charges sur l'EBE. Donc comme tout à l'heure, même principe, on peut voir que donc en vert, ceux qui ont un impact positif et en rouge, ceux qui ont un impact négatif sur l'EBE. Là, on constate que le produit lait a un impact positif sur l'EBE, puisqu'il permet une hausse de l'EBE de 4%.
Donc ça s'explique essentiellement par le prix du lait et la revalorisation du prix du lait qu'on a pu avoir. En 2024, ce qui est important de noter, c'est la bonne cotation qu'on a pu avoir sur les agneaux de boucherie. Et donc, du coup, on observe une hausse du produit viande, donc, qui a un impact positif sur le BE, qui lui permet d'augmenter de 3,9%. Les charges opérationnelles, donc charges de culture et charges animaux, comme tout à l'heure, on est sur un impact positif lié à la baisse des charges opérationnelles. Et idem à tout à l'heure, à l'inverse, un impact négatif des frais de structure sur le BE. Au niveau des résultats, donc on est sur des résultats en ovin lait qui restent globalement stables, avec un EBE 2023 à 51 585 € par UTH, contre un EBE 2024 à 52 140 €. Une marge au 1000 litres qui est en hausse, 1075 € les 1000 litres en 2023 contre 1150 € en 2024. Donc ça, c'est essentiellement lié, toujours pareil, à la baisse des charges opérationnelles. Et on voit l'impact du coup des frais de structure qui impacte du coup la valeur ajoutée parce que du coup elle reste stable. Une valeur ajoutée 2023 à 13 010 € par UTH contre 2024 13 830 € par UTH. Donc on reste sur une valeur ajoutée globalement stable. En termes de rémunération permise, on peut voir que la rémunération permise en 2023 et 2024 est globalement stable. Elle est de 1,4 SMIC. À noter qu'on revient en fait sur des niveaux avant inflation, sur des niveaux post-2022. Et donc ce qu'on voit surtout, c'est que cette rémunération permise avait été fortement impactée en 2022. Voilà, l'année 2022 a été marquée par une baisse importante de la rémunération qui est liée essentiellement à la forte dépendance de ces systèmes aux achats d'intrants. Et donc, ils sont fortement impactés quand il y a une inflation, en fait. Voilà, je vais laisser la parole à Annabelle. Est-ce qu'il y a des questions sur les premiers résultats qu'on vous a montrés ? Non. Alors du coup, moi je vais prendre le relais effectivement pour vous présenter le dernier système, donc le système ovin-viande. Comme je l'ai dit, on est sur des résultats échelle AMC. Et donc pour le système ovin-viande, on a posé deux hypothèses. On a posé une première hypothèse que je vais vous présenter tout de suite avec dans le cas où on est sur des exploitations non impactées par la FCO. Et ensuite, je vous présenterai les résultats économiques dans le cas où les exploitations ont été impactées par la FCO. Pourquoi on a fait deux hypothèses? Tout simplement parce qu'on a des secteurs à l'échelle de l'Alliance, donc notamment Lozère, qui a peut-être été moins impacté par la FCO, mais aussi également côté Bourbonnais, Allier, où l'impact a été moindre, en tout cas en termes de FCO, que ce qu'il y a pu y avoir en Haute-Loire et également dans le Puy-de-Dôme. Donc voilà pourquoi on a posé les deux hypothèses. Donc là, j'attaque avec l'hypothèse donc non impact FCO. Donc globalement, on a une structure qui est stable sur nos systèmes ovins allaitants. Entre 2022 et 2023, on est sur des systèmes avec 1,7 UTH au total, un peu moins de 100 hectares, majoritairement de la surface fourragère, et sur un système avec 474 brebis en agnellage. J'ai perdu mes mots. Le point important, je dirais, voilà, entre 2023 et 2024, c'est la partie prix des agneaux. C'est-à-dire qu'on a un contexte en termes sur nos systèmes ovins-viande plutôt porteurs, ce qui fait qu'on a mis à la hausse nos prix des agneaux. Ils étaient vendus en 2023 dans nos comptas à 150 € par tête. Sur 2024, on les a envisagés plus 20 € par tête, donc à un prix de 170 €. Ça, c'est le gros point positif. Les réformes également augmentent un petit peu, mais dans une moindre mesure.
Pourquoi une telle hausse? Tout simplement parce que globalement, on a un marché qui est plutôt bien orienté sur les systèmes en ovin-viande. On est clairement sur un déséquilibre entre l'offre et la demande. Pourquoi un déséquilibre de l'offre? Tout simplement parce qu'on a une production, globalement, voilà, sur 2024, on a pu voir un recul des abattages sur 2024. Donc, du fait d'une baisse de la production, on a clairement une production, je ne l'ai pas mis là, mais qui est en baisse en 2024 de moins 7% par rapport à 2023. Et ce manque d'offres devrait perdurer sur 2025, tout simplement parce que, voilà, avec l'effet FCO, qui fait que non seulement il y a un impact sur les cheptels avec plus de mortalité, et du coup, forcément, moins de naissances, quoi. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Et clairement, sur Pâques, là, sur la période de Pâques, il y a clairement un disponible et un manque de disponible qui va commencer à se faire sentir. Tout ça fait que, comme en face, on a quand même globalement une demande. On l'a vu notamment sur la fin 2024, une demande qui a été redynamisée avec l'approche des fêtes. Et tout ça fait que ça entretient le prix des agneaux. Et même si ça redescend un petit peu là sur 2025, comme on peut le voir, on reste quand même sur des niveaux de prix 10 € par kilo carcasse, quoi. Donc on reste sur des niveaux de prix quand même assez importants. Et ça devrait perdurer même sur 2025. Ce qui fait que globalement, en 2024, on devrait avoir une progression du produit viande. On le voit, l'impact sur le BE, plus 24% sur le BE. Donc ça compense largement notre hausse des frais de structure qu'on a observé, et pour les mêmes raisons, que la hausse des frais de structure est aussi liée, comme pour les autres systèmes, notamment aux assurances qui augmentent, aux charges sociales et à l'entretien matériel. Mais voilà, comme pour les autres systèmes aussi, on a les charges animales qui baissent, qui vont baisser sur 2024, pardon. Et donc, globalement, c'est quand même la hausse du produit viande qui va porter la hausse des résultats en 2024 sur nos systèmes ovin-viande. Ce qui fait que, on a une marge qui va progresser. On prend quasiment 2 € par UGB de marge, donc essentiellement liée à la hausse des produits. Et donc une valeur ajoutée qui ne fait pas tout à fait x2, mais qui passe de 9 400 € à quasiment 17 000 € par UTH. Et donc forcément derrière on a pareil le BE qui progresse pour atteindre et qui pourrait atteindre en 2024 46 700 € par UTH exploitant. Donc voilà, globalement un EBE et des résultats économiques qui progresseraient sur nos systèmes ovin-viande, je le répète, dans le cas où il n'y a pas d'impact FCO. Donc là, on passe dans notre deuxième simulation, donc qui est un peu plus négative. Donc là, c'est l'impact FCO. Donc là, clairement, dans les systèmes qui vont être impactés par la FCO, donc on va avoir, je le disais tout à l'heure, de la mortalité au niveau des cheptels. Alors une mortalité qui est estimée entre 5 et 30%. Alors ça fait un grand écart, ce qui fait que nous, dans nos hypothèses, on s'est basé sur 15% de mortalité du cheptel, des brebis. Donc on perdrait 70 brebis. Ce qui veut dire derrière forcément moins de brebis à l'agnelage, ça veut dire forcément moins de ventes d'agneaux. Et donc on a ciblé une baisse des ventes de 10% pour les agneaux. Partie de ces deux hypothèses-là, du coup, forcément, derrière, donc on retrouve, je ne reviens pas sur les charges, c'est comme pour la première simulation, mais l'impact, forcément, se voit sur le produit viande, puisque du coup, on aurait une baisse de ce produit viande, en tout cas, le produit viande baisserait et ferait baisser le BE de 24%. Donc, essentiellement lié à la mortalité, mais également des avortements qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je vais un petit peu insister, ça c'était le côté économique, mais c'est aussi le côté moral, le moral des exploitants, pour le coup, qui est, je l'ai dit, je peux dire,
On a une conjoncture qui est porteuse, plutôt bénéfique. Et du coup, il y a aussi quand même ce point-là où voilà, le fait d'avoir été impacté par la FCO, ça a aussi voilà, un impact sur le moral des éleveurs. Et je rajouterais même, là je ne l'ai pas mis, mais ça a aussi un impact dans le cas des cheptels et des exploitants qui ont investi sur la génétique. Et ça veut dire aussi derrière qu'il y a tout un cheptel à remonter avec ce côté génétique. Et ça, pour le coup, c'est aussi un impact. Là, on est plutôt, j'ai envie de dire, sur de l'impact un petit peu court, moyen terme. Mais voilà, sur ces exploitations-là qui ont investi sur de la génétique, on va aussi sur un impact plutôt sur le moyen, presque long terme, où il faut voilà, repartir sur tout ce réinvestissement-là. Du coup, si on regarde voilà, notre impact, voilà, on l'a dit, hein, baisse de l'EBE. Entre-temps, forcément, baisse de notre valeur ajoutée. De 9 400 €, on tombe à moins de 2 000 € par UTH. Et derrière, surtout, voilà, l'EBE, on voit, il plonge, on était un peu moins à 38 500. On plonge en dessous de la barre, entre guillemets, psychologique des 30 000 € d'EBE, quoi. Sur nos systèmes qui seraient impactés par la FCO. Donc globalement, voilà, si on finit avec la notion de rémunération permise, donc là j'ai mis sur une même diapo l'évolution de la rémunération permise avec nos deux simulations. Donc on voit un grand écart sur le BE, mais aussi grand écart sur la rémunération, puisque potentiellement sur nos systèmes non impactés par la FCO, on aurait plutôt un gain de rémunération permise, on arriverait à un peu moins de 30 000 € de rémunération possible, ce qui représente environ 1,7 SMIC, alors que sur nos systèmes impactés par la FCO, on serait sur un niveau de rémunération inférieur au SMIC. Voilà ce que je pouvais vous dire sur nos systèmes ovin-viande. J'ai envie de dire que s'il y avait, voilà, en termes de résultats, un résultat à retenir, c'est voilà, globalement, sur nos systèmes ovin-viande, on pourrait avoir un EBE qui serait compris entre voilà, 28 000 et 46 000 € par UTH d'EBE au vu de nos hypothèses qu'on a pu poser. Est-ce qu'il y a des questions ? Je te redonne la main du coup, Didier, je crois, non ? Non ? Je ne sais plus qu'est-ce qu'on... Merci Annabelle. Donc, à la vue de l'ensemble de ces résultats, on voit que globalement, hors incidence FCO sur la partie ovin-viande, malgré les aléas, on a un maintien de la valeur ajoutée. Qu'on voit, 2023, on avait vu que jusqu'à un début de présentation où Annabelle nous disait que la valeur ajoutée avait progressé dans l'ensemble des productions, on a la même tendance pour l'année 2024. Donc une valeur ajoutée qui est portée et qui est tirée essentiellement par les produits, hein, puisque là, si on voit en parallèle l'évolution du produit des ateliers, donc tirée par les produits, donc par les marchés et par les cours. On le voit hein, depuis 2021-2022, où c'est qu'on a une progression. Donc la valeur ajoutée, elle progresse essentiellement liée à ça, aux produits et au marché. Mais si on ne travaille pas sur les charges, les gains de productivité qu'on peut avoir sur les exploitations, les gains de performance, elles vont sûrement partir ailleurs ou aller plutôt vers l'amont et pas forcément rester sur les exploitations. D'où une nécessité que les systèmes soient plus robustes pour conserver cette valeur ajoutée sur les structures et pour pouvoir justement faire face à un aléa qui pourrait arriver et qui est sûrement incertain. Quand on regarde le passé, on a régulièrement des aléas, qu'ils soient sanitaires, climatiques ou autres, ou sur les marchés, ou politiques, ou géopolitiques. Donc l'importance de conserver cette valeur ajoutée. Et on parle de systèmes robustes. Donc un peu de définition. La performance, on est allé la chercher, ou avec les marchés, on a amené de la performance sur les exploitations. La performance, c'est la capacité à réaliser le maximum à partir d'un minimum, c'est d'optimiser. La robustesse, c'est la capacité à se maintenir stable sur du court terme et viable sur du long terme. Donc,
malgré des fluctuations qui peuvent être présentes. Alors on pourrait se dire, pourquoi on ne peut pas faire les deux, quoi? Ben, quand on regarde, là c'est un graphique qui est issu d'une étude de Olivier Hamon en 2023. Ben, quand on va rechercher constamment la performance, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on va dégrader la robustesse. On peut prendre l'exemple du corps humain. Le corps humain, il pourra être très performant pour lutter contre une infection en montant en température. Il va monter jusqu'à 40. Mais son fonctionnement optimal, il est à 37. Un autre exemple, peut-être un peu plus concret, c'est par exemple sur une exploitation laitière. On est en moyenne en production par vache à 8000. Ben, le prix du lait tire bien, donc on se dit on va produire un peu plus. Les charges opérationnelles, l'aliment est un peu plus bas, donc ben, on va pousser à 10 000. Donc on pousse très bien. La performance, elle est bonne. Par contre, on se trouve dans une situation d'inflation. Ben, comme on a poussé un peu plus, on est allé chercher un peu plus d'aliments à l'extérieur. Et donc on est plus confronté au système, plus confronté aux aléas qu'on peut retrouver, ou à une baisse des prix. Et ainsi, du coup, ok, on est allé chercher la performance, mais face à un aléa, on est beaucoup moins robuste, puisqu'on est beaucoup plus dépendant de l'extérieur. Voilà. Hop. Alors. Donc du coup, à aller chercher trop de performance ou aller trop loin, ben, on va être plus sensible aux aléas extérieurs, on va consommer plus de choses, et du coup, ben, d'où essayer de basculer plutôt, une fois qu'on atteint une certaine performance, bien sûr, basculer vers la robustesse, sans aller chercher forcément tout le temps de la performance, mais chercher à se maintenir plus dans le long terme et dans la durabilité, et aller chercher justement de la durabilité économique, donc maintenir sa valeur ajoutée, garder la valeur ajoutée sur l'exploitation, de la durabilité environnementale, puisque si on sature les outils ou autre, on pousse le sol, on va le saturer ou l'exploiter un maximum, mais des fois dégrader son potentiel en poussant trop loin. Et de la durabilité sociale également, c'est gérer son temps de travail, organiser son travail, trouver un équilibre entre le pro, le privé, être employeur de main-d'œuvre ou autre. Parce que si on va chercher la performance, ben, on peut mettre toujours un peu plus. Et on se dit, ben, ouais, mais si j'en fais un peu plus, ça veut dire qu'il faut que j'emploie, que j'ai de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est valable ou pas? Donc chercher cette durabilité-là. Et enfin, une fois qu'on a pu avoir cette durabilité dans ces trois schémas, ben, c'est justement, ça peut amener aussi de l'attractivité, et de l'attractivité pour pouvoir transmettre nos exploitations aujourd'hui, qui sera un des enjeux quand même majeurs à venir très rapidement, quoi. Donc voilà, merci pour votre attention. Donc voilà, on est ouvert à vos questions et n'hésitez pas aux questions ou remarques sur la présentation. Merci à tous. Non, merci pour la présentation et le détail. J'ai une question par rapport à cette analyse là, sur la robustesse versus la performance. Hein. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Mais comment, à un niveau d'une exploitation individuelle, quels sont des critères qui pourraient permettre de travailler ce point-là avec un exploitant lambda, entre guillemets? Parce que je comprends bien le principe, mais c'est après quel type d'approche vous pouvez avoir. Alors, ce n'est pas forcément peut-être des critères purement économiques ou je ne sais pas, mais voilà. C'est une des réflexions qui a été menée notamment puisque une partie de cette présentation est utilisée dans les autres serres France de l'Alliance Massif Centrale, où c'est qu'ils sont allés un peu plus loin là-dessus. C'est d'arriver à définir un peu des critères qui vont définir sur la robustesse, de travailler sur ces critères-là. Alors après, je vais peut-être donner la parole à Annabelle qui y a travaillé.
Ouais, effectivement, quand on a commencé à travailler sur cette notion de robustesse qui paraît assez théorique finalement, hein, enfin, faut le dire. Ouais, ça se comprend, mais effectivement, ça reste un peu théorique. Et on s'est posé effectivement cette question-là. Moi, je pense que, alors, on n'a pas creusé. C'est vrai que dans un premier temps, c'est plutôt basé sur l'hétérogénéité, donc la performance. On est resté là-dessus, clairement. Mais certainement que c'est ces critères de performance, mais la combinaison en fait de l'ensemble de ces critères, de façon à arriver sur peut-être une échelle de scoring. En fait, pour chaque critère, se dire par exemple le critère. Alors qu'est-ce qu'on a étudié là Voilà, ce type de critères-là, en fait, on dit, voilà, on donne un score entre 1 et 5. Si on est 5, on est plutôt bon sur ce critère-là. 1, on est plutôt moins bon. Et à partir de là, en fait, voilà, on additionne l'ensemble pour une exploitation, l'ensemble de ces scores. Et voilà, on peut imaginer que c'est ça qui va nous permettre après de positionner les exploitations sur cette notion de robustesse. Mais c'est vrai que ça, c'est une deuxième étape. Pour moi, je pense que c'est différents critères, peut-être de la performance qu'on additionne suivant un scoring pour faire un scoring et pour voir comment cette robustesse, on se positionne par rapport à cette robustesse-là. Ouais. Alors après, ça reste aussi une théorie derrière. Hein. En tout cas, pour moi, c'est une combinaison finalement des indicateurs peut-être de performance pour arriver sur cette notion de robustesse. Je pense que c'est la suite des études ou des travaux qu'on aura à faire, qui vont être à travailler sur ce schéma-là. Ce qui n'est pas évident. Et ce qui aussi, on est sur des notions économiques, comme je dis, sur la durabilité, on est sur la notion environnementale, une notion sociale, et qui est vrai et propre aussi à chaque exploitation. Le niveau de performance peut être différent d'une exploitation à l'autre. Et sa capacité et sa robustesse peut être vraiment totalement différente en fonction de sa structure, mais aussi en fonction de son stade de vie de l'exploitation. Si on est sur un JA ou si on est sur une exploitation qui a un rythme de croisière sur quelqu'un où les investissements sont derrière, on n'est pas tout à fait sur la même approche de la robustesse, quoi. Voilà. La structure aussi, quoi. Et effectivement, il y a cette notion d'attente. Quels sont les objectifs de chacun, de chaque exploitant, quoi. Parce qu'on peut trouver celui qui a besoin de temps libre ou beaucoup plus de temps libre que d'autres, celui qui a une famille, celui qui n'en a pas. Enfin, voilà, c'est des éléments quand même vraiment différents, quoi. Sur la performance et la robustesse, ça me plaît bien, mais j'aurais envie de dire, en tant qu'éleveur, la performance, c'est parfois un peu le moteur de la motivation. Ça nous arrive à nous éleveurs, d'avoir ça en tête. Ce qu'il y a, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut que la performance, elle reste économe, quoi. C'est ce qu'il faudrait continuer à viser, quoi, c'est ça. Mais je ne veux pas la faire au tabou quand même, quoi. Voilà, c'est ça. Alors ouais, on travaille peu. Alors on a quelques données. Après, on ne les présente pas forcément parce que les échantillons ne sont pas très importants. Alors effectivement, hein, il y a des éleveurs caprins. Après, on ne les a pas forcément tous qui ont une comptabilité suivant les chiffres d'affaires ou autres, sont des fonds uniquement en TVA. Et donc, on n'a pas forcément des comptas derrière pour pouvoir les analyser, quoi. Et on n'a pas des échantillons suffisamment importants, quoi. Mais après, on a des données quand même. Oui, il y a des données dans le cahier des références. En fait, on a deux systèmes, le caprin lait livreur, enfin les livreurs laitiers, quoi, en caprin, et ceux qui transforment. Mais du coup, là-dedans sont inclus les adhérents lozériens, mais voilà, grosso modo, en fait, ils sont répartis sur la Lozère, la Haute-Loire et un petit peu de Puy-de-Dôme, je crois. Mais voilà, effectivement, comme le disait Didier, après, pour vous montrer des résultats purs Lozère sur ces systèmes-là, on n'a pas d'échantillon assez robuste. Et du coup, par contre, vous pouvez le retrouver dans le cahier des références. Là, j'ai vu qu'il y en avait eu. Aussi. Oui, pardon.
moi, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Je trouve très, très intéressant ce que vous avez fait sur l'impact FCO et l'impact sanitaire sur les exploitations. Alors là, on le voit sur les ovins viande, parce que ça a été un secteur qui a été très touché, qui a dominance ovin viande. Mais j'imagine transposé sur l'ovin lait, qui est quand même un peu plus bas, là, l'impact serait le même, quoi. Et même sur du bovin viande ou sur du bovin, parce qu'on peut avoir des taureaux stériles, on peut avoir des pertes de production, et c'est énorme que enfin, là on voit que peu cher, enfin voilà, les mecs enfin, tout va dans le vert, et vous avez ça qui vous tombe sur le coin de la figure. C'est pour ça que vous dites qu'il y a l'impact financier, mais l'impact moral, c'est énorme, quoi. Quand on voit que tout le monde avance, et juste une problématique sanitaire, c'est énorme. Et ça le montre, vous l'avez bien démontré sur le bovin viande. Sur l'ovin lait, on s'était posé la question. Après, pour l'instant, sur l'année 2024, on ne l'avait pas forcément, quoi. Je pense qu'on va avoir des premiers signaux aussi enfin, sur le bovin viande. Alors, peut-être pas sur la Lozère directement là, sur l'année 2025, mais déjà sur des départements comme l'Aveyron, un peu plus bas, où c'est qu'on note quand même une baisse des naissances assez importante. On devrait voir après ces premiers impacts-là. Ouais. Bah, c'est tout un cumul de choses, mais oui, oui. Mais voilà, ça peut avoir une incidence vraiment importante, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions. Oui. Moi, pour en revenir sur la différence entre robustesse et performance, je me rappelle à l'école, on avait un critère en lait, c'était la densité laitière. La densité laitière, c'était le lait permis à l'hectare autonome, en fait. C'était ce que l'exploitation pouvait produire en enlevant les charges alimentaires et tout ça, en fait. Et je trouvais que c'était un très bon critère pour déterminer la performance et la robustesse, en fait. Et je me rappelle, il y avait un rapport, c'était un rapport de différence entre pays. Alors, j'étais en Aveyron, moi, en études. Alors, on était à peu près à 4-5 000 litres à l'hectare, je crois, quelque chose comme ça. Et pour vous donner une comparaison, aux Pays-Bas, ils étaient à 20 000 litres hectare en densité laitière. C'est pour dire la différence de... Et je pense que c'est un critère, ça peut s'appliquer partout, hein, sur la viande, sur plein de choses. Voilà, c'était juste ça. Très bien, merci. Bon. Du coup, on va conclure cette partie-là pour enchaîner, si c'est bon. Et donc, on va laisser la parole au conseiller de Terre d'Allier.